Je vais pas avoir beaucoup de choses à dire. C'est un peu le problème avec ce genre d'épisode où c'est juste un déroulé d'intrigue ultra classique qui prend pas de risque, qui est fait très acceptablement, hein. Il y a quelques petits moments un peu gênants, mais globalement c'est quand même relativement solide dans le déroulé, hein, c'est plutôt fluide. Mais il n'y a rien qui se démarque grandement pour moi. Donc, ce que je vais faire, c'est vous décrire ça en quelques minutes, et ce sera tout, je pense, hein. J'ai rien de spécial à dire. Donc, il y a nos héros qui traversent un désert donc ultra typique, il y a quelques petits trucs magiques, mais globalement, ils fuient des serpents géants, il y a des sables mouvants, oh, c'est incroyable. Très recherché, ils font un petit peu les andouilles, il y a deux trois moments histoire de faire le gag, évidemment. Leurs instruments ne capte pas parce qu'il y a un truc dans le désert qui fait que la technologie passe pas. Ce qui est un petit peu bizarre puisque la technologie des fondateurs passe, mais pas la tablette qui vient des fondateurs qu'on avait introduite dans la saison 1 par Flèche d'Or. Donc c'est bizarre, mais bon, bref, voilà, ils se déambulent dans le désert en essayant de se démerder un peu. Très typique. Au bout d'un moment, ils arrivent sur l'espèce de d'endroits avec le peuple du désert, et bien entendu c'est mal famé, ils essayent un petit peu de parler à tout le monde de façon totalement maladroite, ce qui fait qu'ils se foutent dans le pétrin, mais il y a la grande brute du coin qui dit hey, vous m'emmerdez pas, vous faites pas de l'esclandre, tout ça, et donc ils se sentent attirés par cette personne qui pourrait peut-être les aider à aller dans le désert, s'appelle Shastara, c'est une princesse techniquement. Alors une princesse de quoi exactement? Scorpia au moins elle a des pinces, donc tu te dis ouais il y a un truc un peu spécifique, des pinces, ça doit avoir une cuirasse, etc. Il y a une spécificité quoi. Mais si c'est quoi son truc de princesse? Si être princesse c'est juste un titre pour dans certains cas et des fois il n'y a pas de pouvoir qui vont avec, vous définissez moyennement je trouve. Enfin bref, elles se disent tiens on va lui faire confiance à cette espèce de brute qui semble être plus réglo que d'autres et qui au passage semble avoir des attraits lesbiens. On la voit draguer rapidement une autre femme donc c'est un petit détail comme ça, mais j'espère que vous n'allez pas faire ça pour la moitié de vos personnages. Voilà. C'est bien de vouloir appuyer que vous avez des personnages gays, c'est cool, mais c'est pour le faire de façon totalement nonchalante la moitié du temps, histoire de dire que ça existe. Je sais que ça existe, les gays. Vous n'êtes pas obligé de le faire à chaque fois. Je vois pas ce que ça apporte. À part essayer d'appuyer un pseudo-message que vous voulez faire passer. Oui, les gays existent et c'est normal d'être gay. Je le sais. Sincèrement, la plupart des gens qui regardent votre série le savent, hein. C'est pas la peine de faire ce genre de détail là con. Enfin bon, c'est pas grave, c'est un détail. Je, je m'acharne pour rien sur ça. Bref, elle décide de lui faire confiance. Adora, même si ses deux amis sont un peu contre. Elle loue un vague quelque chose en discutant un petit peu, en déambulant dans le désert un peu plus. Mais elle s'est pas rendu compte qu'elle l'a mené tout droit vers un piège. Oh, elle est trahie. Elle se prend des fléchettes tranquillisantes avec ses amis et ils se font voler leurs armes. Heureusement que Satya est là pour les libérer du trou dans lequel elle les jette après coup. Et que Shastara donc a laissé des empreintes, comme ça il les retrouve en deux temps trois mouvements après s'être réveillé. Super, tant mieux, ça a bien aidé ça. Et ils finissent par se battre. Adora finit après un petit combat par prendre le dessus. Et elles ont une petite discussion parce que elle apprend que Shastara faisait partie de la Horde, mais elle a fui toutes les responsabilités de là-bas et elle s'est dit merde, je veux plus rien avoir à faire avec quoi que ce soit. Seulement en apprenant que Adora Ishira, elle se dit qu'il y a peut-être moyen d'arranger les choses, que sa vision belle des choses pourra m'aider à me repentir d'une certaine façon. Donc je veux faire partie du grand bien et elle finit par accepter totalement d'aider la rébellion. Et voilà, donc un revirement rapide comme ça, c'est très typique. Il n'y a rien que j'ai pas déjà vu au moins une vingtaine de fois avant. C'est pas mal fait, mais ça marque pas. Voilà. Ce genre de récit, je n'ai rien à dire dessus. Vous suivez une checklist presque avec ce genre de scénario et c'est pas une mauvaise checklist. Si ça a été fait plusieurs fois avant, c'est que ça a fait un peu ses preuves, mais ça démarque absolument pas une seule seconde le récit.
À l'heure actuelle, ça les marque pas une seule seconde. Il n'y a aucune tournure particulièrement notable qui met ça à part de tous les autres fois où j'ai vu cette configuration. Donc, c'est que je m'en fous, moi. Je trouve même que ça va un peu vite. Le dilemme de Shastara, je trouve que vous le réglez un peu trop vite. Shastara qui peut être cool en termes de personnage, hein. Il a une bonne présence dans l'absolu, mais c'est pas une introduction sensationnelle, quoi. Donc ouais, il y a ça. Et sinon, à la toute fin, il y aura une espèce de cliffhanger, enfin apparemment un cliffhanger, une espèce de révélation comme quoi elle sait comment les amener au centre du désert, donc là où il y a le message de Mara, une fois de plus, j'ai pas souvenir d'où est-ce que ça a été dit, mais j'espère qu'on me l'a dit en commentaire ça. En tout cas, elle sait comment y aller parce qu'il existe un vaisseau du désert, et ce vaisseau, ben, c'est le navire de Mara. Alors je ne sais pas exactement comment Adora le sait, peut-être que c'était rapidement dit dans le flashback que lui a montré Grand Espoir à un moment donné. Ça allait tellement vite, hein, c'est pas impossible que j'ai zappé ça. En tout cas, voilà, c'est le truc qui va changer la donne, et ils auront un navire du désert pour s'y rendre. Et au passage, j'en ai pas parlé, mais évidemment, ils n'en ont pas parlé à Angela. Hein. La reine, on s'en branle, elle le fait que gêner. C'est toujours la même chose, quoi. Les pouvoirs en place, on les emmerde. C'est un détail. Ah, en tout cas, ouais, c'était acceptable, hein. C'était pas mauvais. Pas mauvais, hein, ça se déroulait bien, mais c'est pas marquant, voilà, hein, tout simplement. Bref, il y a ça en guise d'intrigue principale. Je vous ai gardé l'intrigue secondaire pour la fin parce que c'est plus croustillant, tu dirais tout. Vu qu'on va suivre Hordak et Entrapta qui continueront leurs expériences sur le portail, ce en dépit du fait qu'Entrapta a dit dans l'épisode précédent qu'il y avait un truc qui a gêné grandement et qu'on pouvait pas y arriver, mais elle se dit quand même on va essayer, hein, ok. Alors on va quand même essayer sans la technologie qu'on pourrait retrouver du désert cramoisi. Et semble-t-il, du peu qu'elle en parle après, il semblerait qu'il n'y ait que Catra qui soit allée toute seule. On n'a pas vu grand chose de Catra, j'imagine qu'on en apprendra plus dans les épisodes à venir. Et sinon, elles essayent donc un portail sans ça et ils se plantent. Et il y a Hordak qui se dit ah, il part, c'est plus la peine, c'est un échec. Il baisse les bras. Il baisse les bras en mode vénère. Entrapta est un petit peu curieuse et lorsqu'elle essaiera de le revoir un peu plus tard, elle se rendra compte qu'il souffre pas mal de sa constitution. Son armure l'aide un petit peu à mieux gérer ça, mais il souffre pas mal. Et c'est là que, après un petit peu de déni et d'animosité envers elle, il finit par lui confier son passé, comme quoi c'est un clone. Qui essaye de faire des nouvelles versions, de nouveaux corps de lui-même afin de se renouveler, seulement il y arrive pas trop, et que de base il vient du grand maître de la Horde principale, donc Horde Prime j'imagine, ça doit être lui. Ils le disent pas comme ça, c'est bizarre, enfin bon, hein, peut-être que ce sera mieux dit par la suite, hein, je parle de la VF bien sûr. En tout cas, il découle de ça, il a été considéré comme un clone raté, c'est pour ça qu'il a été envoyé sur une certaine planète pour essayer de prouver sa valeur, seulement il a été pris dans un fameux portail qui l'a amené à Eteria, et donc il a mis en place tout ce bordel-là, à partir de rien, ou alors à partir de certains trucs, parce que je veux dire, s'il était tout seul avec son armure, comment il a réussi à mettre en place tout ça, à ériger tout ça? Le gars, surtout avec ses connaissances en technologie éthérienne, hein, ça me fait me poser quelques questions de logistique hein, à ce niveau-là. Parce qu'à nouveau, c'est Entrapta qui fait tout. Hein. Mais je vais en parler de ça. En tout cas, il se confie en disant que ouais, il voulait prouver sa valeur en créant des portails, amener son maître et pouvoir conquérir Eteria. Et elle est pas vraiment touchée par ça Entrapta, même si un petit peu, mais surtout curieuse. Elle se dit oh, c'est incroyable ce qui vous arrive, mais je vois ce qui va pas. Et en l'espace de 30 secondes, paf, elle renouvelle son armure de façon à ce qu'il soit beaucoup plus stable et qu'il se sente beaucoup mieux. Ok, juste un truc, juste un petit truc. J'aime beaucoup le caractère d'Entrapta, sincèrement. Hein, ça a l'air d'être le personnage le plus amusant et le plus sympathique que vous ayez fait, mais ce serait cool d'arrêter de la rendre aussi cheatée, quoi. En 30 secondes, elle résout n'importe quoi qui a un lien avec la technologie. 30 secondes. Chaque putain de fois. C'est dingue, hein. Ça commence à devenir totalement abusé parce que
À chaque fois qu'il y aura un problème, dans un tant soit peu technologique, on a notre Joker sous la main. Il y aura Entrapta dans le coin qui aura la possibilité, à chaque putain de fois, de tout régler avec ses putains de connaissances de génie. Non, à chaque fois, je trouve ça vraiment abusé. Je suis désolé. Ça commence à devenir un peu trop gros, là, à se cumuler un petit peu trop, ce genre de détails. Hein. Tout ça pour amener à une relation un peu particulière, selon dépit du fait qu'elle a appris d'Ordak qui veut faire en sorte qu'Eteria soit totalement assimilé par toute la troupe, toute l'armée de Horde Prime. Ça la dérange pas, elle s'en fout, hein, une fois de plus, considération. Autisme, on s'en fout complètement du sort du monde, en fait. Totalement. C'est ça l'autisme, c'est une bonne façon de dépeindre l'autisme. Hein. Parce qu'il y a une personne qui dit encore, ah mais elle représente l'autisme, tout ça, tant mieux pour vous, hein, si ça vous fait plaisir. Mais si c'est comme ça, vous représentez l'autisme, rien à branler d'une seule considération sur le grand tableau. Super, hein. Je trouve pas que ce soit une représentation ultra flatteuse, à titre personnel, hein, mais à nouveau, je ne suis pas autiste, hein, je ne saurais pas dire, je ne saurais pas dire. Hein. En tout cas, ouais, elle s'en fiche, elle dit ok, c'est bien, je vais faire en sorte que ça aille bien, et puis il se noue une relation entre nous. Hein, Hordak qui finit par le reconnaître vraiment totalement et à la voir comme une amie, tandis que elle, ouais, elle est totalement attachée à elle en se disant ouais, mais les autres m'ont abandonné, m'ont lâché, alors que vous, je pense qu'il y a quelque chose. Elle court vite en besogne parce que, à nouveau, autisme. Ok, si vous voulez. C'est super cette excuse en fait. Dès lors que quelqu'un a un caractère, des intérêts vraiment à part de la normale, du commun, on peut tout de suite cataloguer ce personnage comme étant autiste ou une métaphore de l'autisme et justifier absolument tout les problèmes de considération morale autour de ce personnage. Parce que autisme. Bravo. Ah, je peux rien dire. Hein. Je peux plus rien dire. En tout cas, ça commence donc une relation particulière entre Entrapta et Hordak. Ça peut être intéressant ou non. Je pense qu'il y a des bases qui peuvent être pas mal, mais une fois de plus, ça met en avant la considération que Entrapta n'a rien à foutre du grand tableau. Et ne réfléchit pas plus que ça sur les implications de ses actes. Elle pense juste à ce qu'il y a devant elle. Et ça la rend moyennement sympathique, au bout du compte, par ses actions. Une fois de plus, son caractère, je le trouve très sympathique, très drôle à plusieurs moments, hein, vraiment. Hein. En termes de caractère pur, c'est mon personnage préféré à ce niveau-là, mais en termes d'action et de répercussion des actes, et de façon de cheater aussi, qu'on a de mettre en avant ses capacités, elle me pose quelques problèmes hein, entre Apta, hein. Vraiment. Donc, il faut vraiment voir comment ça va être géré par la suite, ça. Mais bon, en tous les cas, oui, c'est bon, c'est fait. On essaye de vraiment solidifier, hein, consolider cette relation, comme quoi ça représentera quelque chose de grand, et donc Entrapta est vraiment à fond du côté d'Ordak maintenant. Ok, hein, au moins c'est clair, hein, il n'y a pas photo à ce niveau-là. Enfin, je dis ça, si ça se trouve, on va encore la faire changer de veste. Enfin ça, on verra bien. Et puis de toute façon, on a l'excuse en béton armé hein, pour justifier tout ce qu'elle pourra faire, tous ses revirements à celle-là. Donc c'est cool. Et sinon, ben ouais, c'est le début de l'aventure au désert cramoisi avec seulement nos 3 héros principaux. Et donc on va pas se centrer plus que ça sur les personnages secondaires, les autres princesses et tout et tout. Peut-être qu'on en fera plus. Je sais pas, on verra. À bientôt pour l'épisode 3. Bye.